Bien dans le podcast là sur l'UFC a du sang sur les mains. On est là pour dénoncer aujourd'hui avec Big Rusty parce que la carte complète de l'UFC Abu Dhabi qui est un Fight Night a été annoncée, carte surchargée, et oui parce que Abu Dhabi paye énormément l'UFC pour accueillir ces événements comme l'Arabie Saoudite, on parle d'une vingtaine de millions de dollars, donc forcément l'UFC doit délivrer avec une carte d'ampleur, et là vous allez voir on a une carte qui tout simplement pourrait être un pay-per-view, et surtout le retour de deux vieux de la vieille, deux légendes, Tony Ferguson et Nick Diaz, et c'est ces deux combats là particulièrement qui nous ont choqués, outrés profondément avec Rust, et on est là pour défendre deux hommes qui, je sais pas s'ils ont... non, j'allais peut-être dire la phrase de trop, mais... d'autant plus que défendre, en soi, ils sont là parce qu'ils veulent être là, c'est juste qu'on est... Je pense que, on va voir, hein, mais notre angle, c'est peut-être plus... L'UFC, c'est un peu dur de faire ça alors qu'ils étaient là tous les deux ensemble. À la limite, tu fais contre l'un l'autre, mais parce que eux, ils veulent être là. Hein. Ouais, mais bon, parfois, faut protéger certaines personnes contre eux-mêmes. Je me souviens, par exemple, une petite anecdote. Avec Rusty, on se baladait, c'était quand on était dans l'est de la France à Metz. Un soir, on avait bu 2-3 verres et il y a 20 mecs qui viennent pour nous chercher et tout. Et là, je dis, on n'a jamais été à Metz. Et là, je dis, s'il te plaît, là, faut qu'on rentre et tout. Fait, non, Guillaume, écoute. Tu t'occupes du petit, moi je prends les 19 autres. C'est le genre de moment où voilà, j'étais là pour protéger Rust de lui-même. Et je pense qu'on est exactement dans les mêmes conditions avec ces deux athlètes là. Allez, c'est parti. C'était une vanne, hein, évidemment. Oui, nous n'avons jamais été à Metz de notre vie, encore moins tous les deux pour autant. C'est parti, générique. Soit. On va commencer par Nick Diaz, parce que c'est terrible. Nick Diaz contre Vicente Luque. Donc on avait Nick Diaz, la dernière fois, c'était il y a quelques années maintenant, il était revenu face à Robbie Lawler, qui avait fait pas le figure. Nick Diaz, il avait inquiété lors de toute la Fight Week. Et Nick Diaz, là, depuis qu'il voulait revenir, il avait poussé pour des combats contre Georges Saint-Pierre, contre Colby Covington, contre Michael Venom Page et contre Kevin Holland. Et finalement, il hérite de Vicente Luque. Je trouve ça terrible, mais vraiment terrible. Surtout qu'il faut se rappeler que la raison pour laquelle il avait combattu la dernière fois, et c'est son entraîneur, César Gracie, qui avait révélé ça. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais bon, en tout cas, c'est son entraîneur, donc une des personnes les plus proches de lui, qui l'avait révélé genre 1 an plus tard après le combat. C'est, premièrement, il avait pris le combat Nick Diaz contre Robbie Lawler alors qu'il avait 2 disques à la nuque qui étaient pétés et il sortait d'opération. En fait, il venait de se les faire refaire, et l'opération de sa nuque, c'était 7 semaines, genre 7, le chiffre 7, avant le combat. Il était arrivé en surpoids parce qu'il n'arrivait pas à s'entraîner. César Gracie avait dit qu'en fait, il n'a pas eu de camp d'entraînement parce qu'il n'arrivait juste pas à s'entraîner tellement les problèmes de nuque lui insensibilisaient même les mains. Donc le mec est arrivé en combat en étant dans la pire condition possible pour combattre. En middleweight. Donc, comme il n'avait pas réussi à cutter le poids non plus, le combat s'était fait en middleweight. Donc au lieu de 77 kg, il s'était passé en 84. Et surtout, et c'est ça le pire, c'est que César Gracie avait révélé que Nick Diaz avait pris ce combat parce qu'il avait des dettes à régler, et en particulier une dette de 75 000 $, qui était, souvenez-vous, la fameuse dette apparemment de quand il avait, popé pour marijuana il y a je sais plus combien d'années. Et ben, il avait toujours pas réglé cette amende. Et visiblement, il avait besoin d'argent, et il avait besoin de cet argent-là, et donc il avait combattu pour toutes ces mauvaises raisons. Donc, je pense que c'est pour ça que Nick Diaz veut absolument revenir, et que c'est pour ça que lui-même pousse pour revenir. Il avait poussé sur ses propres réseaux sociaux il y a quelques mois déjà. On l'a appris là, il voulait tous les combattants que tu as cités. Donc, en fait, ça m'a tout l'air d'être un cas où, clairement, il va aussi faire de l'argent. J'espère que c'est pas sa première raison, mais voilà, il y a de grandes chances. Et deuxièmement, parce que quand même, comme c'est un champion, il a de l'ego, c'est un champion du Strikeforce, on rappelle, il a un ego, et il se dit, je peux pas rester sur une telle prestation, sur une telle image de moi qu'était ce combat contre Robbie Lawler, et donc il a envie de revenir maintenant qu'il se sent en forme, quoi. Et terrible, parce que encore le combat contre Robbie Lawler avait du sens. On était sur 2 anciennes légendes, c'était une revanche. Robbie Lawler qui était proche de la fin également. On était sur du 50-50. Là, on est typiquement dans le genre de combat où t'as un jeune, même si Vicente Luque, on sait qu'aujourd'hui, ça paraît improbable qu'il devienne champion puisqu'il a déjà atteint ses limites à plusieurs reprises, mais un mec qu'on peut dire qui est dans son prime,
top 15 mondial, top 20 mondial chez les welterweight, face à Nick Diaz, qui il y a quelques années de ça nous a laissé une sale impression. Je déteste vraiment, moi, quand on a ces situations-là à l'UFC. Parce que, à moins que Nick Diaz s'impose et sorte une très grosse performance, ça ne sert personne, parce que Luque se sera imposé contre un mec qu'on peut dire est rincé, et toute autre performance qui est, j'ai envie de dire, différente que soit une grosse décision en faveur de Vicente Luque ou un KO, c'est compliqué. Et puis en plus, là même de se dire, tu vois, que c'est à Abu Dhabi, on est dans une situation où Nick Diaz, il a énormément de fans, faites-le combattre en Californie ou au moins aux États-Unis. C'est très différent, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça, tu vois. Ben, moi, ce à quoi ça ressemble pour moi, c'est premièrement, ils utilisent le nom de Nick Diaz, déjà l'UFC, parce que c'est un fight night, Abu Dhabi veut des gros noms, ils apportent un gros nom. En plus de ça, pour l'UFC, je sais que c'est terrible ce que je vais dire, mais j'ai envie de dire aussi, si jamais, je sais pas où il en est de son contrat, Nick Diaz, mais si jamais il était pas loin de la fin de son contrat, l'UFC se dit, bon, comme ça fait un combat spectaculaire, probablement qu'il prend une défaite, sa valeur sur le marché diminue, donc si après il fait des combats hors UFC, c'est pas grave pour nous. Et du coup, voilà, l'UFC et Nick Diaz finalement s'y retrouvent. C'est juste pour Nick Diaz que c'est un peu terrible parce qu'effectivement, en termes de santé, il y a 8 ans d'écart entre les deux, mais c'est surtout l'âge de Nick Diaz. 40 ans, et au-delà du fait qu'il a 40 ans, c'est 40 ans avec une telle carrière. 40 ans à prendre des coups et des coups tout le temps pendant tous les combats parce que c'était son style. Probablement que donc là, ça y est, ça va être de retour parce que ça va être un combat spectaculaire. Si ça ne s'arrête pas rapidement parce que one punch knockout de l'un ou de l'autre, ça va être un combat entre deux chiens de guerre quand même. Si c'est le Nick Diaz à l'ancienne qu'on a, et il n'y a pas de raison parce que même du coup en étant en sous-forme contre Robbie Lawler, il a été au charbon. Donc on va avoir un Nick Diaz de 40 ans qui a un kilométrage de malade dans sa carrière de sportif, de combattant, qui va faire une guerre contre un mec qui est dans son forme physique de prime à 32 ans, quoi. Ça peut très mal finir. Ça peut très mal finir. Et puis le petit point stat, histoire que vous ayez une idée un petit peu du truc. Dernière victoire de Nick Diaz, 2011. Voilà. Il a combattu 4 fois depuis. On passe maintenant au deuxième combat de la honte pour l'UFC. Tony Ferguson avait fait sa dernière sortie contre Paddy Pimblett en décembre dernier, nouvelle défaite pour Tony Ferguson. Et bien là, il affronte Michael Chiesa en welterweight, qui est un vrai welterweight, Michael Chiesa, et Tony Ferguson qui sort sur une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 défaites consécutives, et donc là qui affronte Michael Chiesa qui est aussi sur 3 défaites consécutives, mais c'est un peu différent parce que Chiesa, on sait que de temps en temps il peut avoir des sorties de route, et ces défaites c'est contre des vrais noms de la catégorie welterweight aussi, donc là immense favori Michael Chiesa, je vois pas en quoi ça le servirait Michael Chiesa aussi d'avoir une défaite contre Tony Ferguson aujourd'hui, Ferguson la question c'est contre qui il ne peut pas perdre finalement, parce que il a rien à faire là-dedans, et comme tu l'as dit en préambule du podcast, ils auraient dû faire Tony Ferguson contre Nick Diaz si tu veux faire combattre les deux, parce que là encore on est dans une situation où les deux mecs sont dans des situations complètement différentes de leur carrière. En fait, oui, mais je pense que ce qui a dû se passer, parce que ça n'a aucun sens, et clairement, quitte à avoir les deux sur la carte, les matchmakers de l'UFC, c'est évident qu'ils ont dû proposer ça. Ce que je pense, en fait, c'est que Nick Diaz ne voulait pas affronter Tony Ferguson. Ce que je pense, c'est que Nick Diaz, il voulait un mec classé dans le top 15, et il l'a eu, parce que Vicente Luque est numéro 14 chez les welterweight quand même. Donc en fait, je pense que c'est ça qui a dû se passer. Ils ont peut-être dû proposer ça à Nick Diaz. Nick Diaz a dit non, moi je veux quelque chose qui me remet dans la course au titre. Honnêtement, il est capable. Il est capable de vouloir ça. Probablement que c'est ce qui va nous révéler pendant la semaine de combat. C'est en mode non, je voulais quelque chose parce que je pense que j'ai encore 3 combats en moi, je peux aller chercher le titre. Parce que c'est ce qu'il disait dans son dernier combat, je crois, contre Robbie Lawler. Donc oui, ça aurait été l'idéal, ça aurait le plus de sens, mais je pense que Nick Diaz, étant Nick Diaz, ça ne l'a pas fait, quoi. Et pour Tony Ferguson, ça n'a aucun sens parce que, souvenez-vous, le combat qu'il fait contre Nate Diaz, c'est en welterweight, la shape dégueulasse, mais vraiment dégueulasse de Tony Ferguson. Et encore, on était dans une situation où on était très 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 content que ça se passe contre Nate Diaz, parce qu'à la base, il devait affronter Li Jingliang, et quand on a vu le combat contre Nate Diaz, on s'est dit ouh là là, il y a quelqu'un qui a eu beaucoup de chance que ça se barre complètement en couille lors de la Fight Week avec Ramzat qui manque le poids, souvenez-vous.
Mais là, voilà, Tony Ferguson, pour moi, n'a rien à faire contre Michael Chiesa. Et c'est très dur ce que je vais dire, mais limite rien à faire dans un octogone aujourd'hui. Là, j'ai envie de dire, on commence les dernières défaites de Tony Ferguson, on commence à aller dans des noms qui, normalement, qu'il devrait battre, et même ne serait-ce que Paddy Pimblett, tu vois, Paddy Pimblett, on va voir ce qu'il donne. On a l'air de commencer à vraiment voir ses limites, même s'il est encore jeune, Paddy Pimblett. C'est jusqu'où descendra-t-on? Bah là, le problème, c'est que du coup, il reprend quelqu'un qui est meilleur, je pense, que Paddy Pimblett. Mais c'est en welterweight à la limite, pourquoi pas. Contre Paddy, c'était en lightweight, c'est ça? Et Bobby Green aussi. Oui. Ouais. À la limite, en welterweight, déjà, c'est pourquoi pas. Dans le sens, en fait, c'est moins pire, dans le sens, même si je sais que. Alors, Chiesa, c'est un ancien lightweight aussi, mais même s'il est maintenant, voilà, c'est comme Poirier, tu ne le revois plus en featherweight, c'est impossible. Michael Chiesa, c'est effectivement, comme tu l'as dit, il est énorme. Mais paradoxalement, j'essaie de voir le positif. Au moins, il fera pas un wake cut de malade, donc il se déshydratera pas comme un enfoiré pour arriver dans la cage. Il sera peut-être un peu plus physiquement alerte, physiquement présent. En même temps, je dis ça, mais le dernier combat donc qu'il a fait en welterweight, c'était contre Nate Diaz, hein, effectivement. Donc, j'essaie de trouver des trucs auxquels me raccrocher. Il y en a aucun. Ça va probablement être sa 8e défaite consécutive, et c'est terrible. Et À c'est quel vraiment moment terrible. t'arrêtes les frais? Vraiment, à En quel fait, c'est moment ça. t'arrêtes les frais pour Tony? Et pareil, pour Tony Ferguson aussi, je trouve ça un peu triste parce que oui, la carte à Abu Dhabi a besoin d'avoir des noms, mais personnellement, hein, même si, l'UFC, évidemment, ils sont bien plus avancés que nous là-dedans, et quand on dit ça, c'est juste des suggestions de fans. Mais tu vois, de se dire de mettre ces noms-là à Abu Dhabi, un endroit où on sait que c'est pas là où il y a la plus grosse ambiance, où les gens vont venir, bah, Nick Diaz et Tony Ferguson, mettez-les aux États-Unis parce que c'est là que ça reste des favoris des fans. J'aurais plutôt mis des combattants plutôt russes ou un petit peu plus internationaux sur cette carte-là. Mais c'est vrai que les deux, on s'attend sur le papier à une boucherie et c'est un peu dur. C'est un peu dur de voir ça, ou peut-être que il y a peut-être ça aussi, hein, que l'UFC soit dans une situation, parce que je me souviens que Dana White avait été un peu, quand on lui avait posé la question après le combat contre Paddy Pimblett, tu vois, il était un petit peu gêné de répondre. Le journaliste lui dit, bah, qu'est-ce qu'on fait pour Tony Ferguson? Et Dana White disait, ce serait peut-être bien qu'il s'arrête. Peut-être qu'aussi, là, l'UFC, pour Nick Diaz et Tony Ferguson, sont obligés de leur mettre des stops comme ça, en mode, bon, là, on te force un peu la main pour prendre ta retraite. Peut-être, hein. Bah peut-être, mais même pour l'UFC, ça finit par faire mauvais genre. Pour l'UFC, d'avoir un combattant qui est à 8 défaites d'affilée peut-être dans ton organisation, qui est une de tes anciennes stars, ça fait super mauvais genre quand même. Mais je pense C'est qu'ils se disent, regarde, imagine, si l'UFC avait fait un choix beaucoup plus rationnel, par exemple Tony Ferguson contre Jim Miller. Tony Ferguson bat Jim Miller, post-fight interview, Tony Ferguson, c'est reparti. Là, je recommence mon run vers la ceinture, je reviens dans 3 mois. Pire truc possible. Mais après, le problème, c'est qu'on parle de Tony dans le sens, on le sait, je me prends à espérer que s'il reprend une défaite maintenant, peut-être que lui-même sera en mode bon bah, j'avoue, j'y arrive plus. Mais enfin, c'est normalement à partir de la 4e, 5e défaite d'affilée à 38 piges, tu commences à te dire c'est la fin. Bah lui, ça fait la 7e quand même. Tu vois ça. Enfin, j'ai l'impression que le rationnel ne s'applique tellement plus que en fait maintenant c'est soit tu le force à ne plus combattre. Je sais pas exactement ce qu'il avait fait, mais tu sais, avec Chuck Liddell, c'est un petit peu ce qu'avait fait Dana White en mode, bah non, je te force à prendre ta retraite, je vais te filer un job dans un bureau, etc., mais je te force à prendre ta retraite, parce qu'ils étaient amis de longue date aussi. Donc il peut le faire, il l'a déjà fait. Euh, Bah là, c'est peut-être le moment de le faire aussi. Je me dis, c'est terrible, mais c'est Tony Ferguson, il arrêtera jamais, quoi. Ou alors tu l'annonces avant, mais je pense aussi, oui, Tony Ferguson s'arrêtera jamais, et on en parlait dans un podcast précédent, pourquoi pas le mettre dans la ligue, dans une ligue de grappling, tu vois, enfin, si le gars veut rester actif, mais parce que ça, c'est terrible, et même pour l'image de l'UFC aussi, comme tu le disais, au-delà des défaites consécutives, je pense que d'avoir un de tes visages comme ça, qui en plus à chaque fois tu vas finir régulièrement avec énormément de dommages, c'est pas la meilleure image que tu donnes à ton sport. Donc non, très difficile pour ces chocs-là, au moins, Rust, on peut être satisfait d'avoir Marlon Vera contre Figueiredo et Cory Sandhagen, Ousmane Nurmagomedov, Oumar Nurmagomedov sur cette carte où là, sportivement, c'est deux vrais chocs. C'est de vrais chocs, c'est de vrais chocs. Mais ce sera le jour et la nuit, je pense, à mon avis, Ouais, grand écart quand ça va s'enchaîner. c'est pour ça. À la limite encore, avec Luque contre Nick Diaz,
d'ailleurs, qui est en 5 rounds, ça. Parce que le pire, c'est que Nick Diaz, il va perdre, je pense, mais stylistiquement, à part les kicks de port de Luque, il peut faire des petits trucs. Parce que ça va se passer en anglaise, parce que les deux vont envoyer très fort, parce que Nick Diaz, on l'a vu contre Robbie Lawler, même un Nick Diaz en sous-shape, mais d'une force, enfin, le mec réveillé de son cercueil, il arrivait à placer des combinaisons corps-tête magnifiques, il avait encore un peu le timing quand même. Si là, il arrive quand même bien préparé, même un Nick Diaz de 40 ans, sous réserve qu'il se fasse pas démonter et décapiter en un coup, il peut peut-être faire un truc. Mais non, effectivement, là où j'ai très peur, ça va être Tony Ferguson contre Luque, parce qu'effectivement, sinon, à part ça, bah, Cory Sandhagen contre Umar Nurmagomedov, on va être sur un niveau là, normalement. Ça va être intéressant parce que pour Umar, ça fait quand même un sacré grand écart, parce que Cory Sandhagen, il a un niveau champion. Tu mets un Cory Sandhagen dans le MMA il y a 5 ans, 10 ans, j'en parle même pas, il y a 5 ans, c'est un champion, tout le monde se dit, mais c'est le combattant parfait, comment le battre? Bah là, c'est juste que voilà, il est tombé sur des Aljamain Sterling qui sont des monstres aussi. Il est tombé sur des TJ Dillashaw qui sont des monstres aussi. Mais en termes de niveau martial, de compétences, vous ne pouvez pas faire plus haut niveau mondial que Cory Sandhagen. D'autant plus que maintenant il a évolué, qu'il a rajouté la lutte et le grappling encore plus. Ça va être c'est comme si Umar Nurmagomedov affrontait un champion. Honnêtement, pour moi, en termes de niveau. Donc, ouais, grosse, énorme carte. Et Marlon Vera contre Figueiredo, bon, bah, alors là, ça va banger dans tous les sens. Donc, non, la carte est folle. Hein. La carte est folle, les noms sont fous. On va être content de voir Nick Diaz dans le Embedded. Ça va nous permettre de lâcher des Stockton 209 dans nos podcasts avec l'alarme à l'œil, mais ça va être bien. Ouais, mais après, il peut rassurer, tu vois. Tony Ferguson, j'ai vraiment aucun espoir. Si Nick Diaz, j'y crois pas tellement, mais tu vois, arrive dans une shape décente, que ses interviews sont rassurantes aussi quant à son état d'esprit et pourquoi il est là, on peut avoir une bonne surprise. On peut, parce que... Tony Ferguson, j'y crois zéro, par contre. Vraiment, j'y crois zéro. Ouais. Non, mais le pire, ce serait que Tony Ferguson gagne. Oui, mais impossible. Vraiment. Non plus, non, ouais. Impossible. Faudrait, une petite soumission. Ce qui est, avec Michael Chiesa, c'est arrivé plusieurs fois, hein, que ce soit les Pétis, les gars comme ça, ils ont réussi à le prendre un peu de cette manière-là. Mais j'ai vraiment j'arrive pas à y croire. Parce que le combat contre Ned Diaz, qui était à l'origine, hein, je le rappelle, prévu en welterweight, ça s'est pas passé comme... Il y a trop d'exemples qui font qu'on ne peut pas être optimiste avec Tony Ferguson. Alors que Nick Diaz, bon. Bah ouais, c'est ça. Ce qui est terrible aussi, c'est ça. C'est qu'on croit à la magie, là. C'est un peu à la manière de Conor McGregor quand il va revenir. Vous nous avez vu, là, pendant 3 ans, dire on n'y croit pas et tout. On va y avoir la conférence le 3 juin prochain. Vous inquiétez pas qu'on va être le premier à dire oh, mais là, on y est, là. Là, il va le faire. Mais la différence, quand même, c'est que Nick Diaz, enfin, c'est pas qu'il a des excuses du tout, mais ses dernières défaites, donc Robbie Lawler, il avait littéralement la nuque pétée. Contre Anderson Silva, il a fait un combat qui était pas dégueu, c'est juste un combat à la Nick Diaz, donc il chambre, tu as envie de lui dire mais vas-y combat au lieu de faire de chambrer machin, mais il a pas démérité, il a pas du tout été ridicule face à Anderson Silva. Et avant ça, on vous parle de avant ça, donc faut remonter en 2013. Hein. Georges Saint-Pierre et Carlos Condit, c'était des combats où pareil, il n'a pas démérité et il n'était pas complètement aux fraises. Donc c'est la différence aussi. Tony Ferguson, on a vu se faire culbuter dans tous les sens et dans tous les domaines, et c'est la différence, tu vois. Donc, combat contre moi, vraiment le moment où je suis sorti du train définitivement, c'est la soumission contre Bobby Green. Pareil, parce que là, oui, c'est ça. Tu perds contre, enfin, première fois que tu te fais soumettre, tu perds contre Bobby Green de cette manière-là, plus aucun espoir. Bref, ouais. Big Rusty sur ces bonnes paroles et cette note d'optimisme, on va se quitter là-dessus. Ciao! My Sweet Pea. My Sweet Protein, moins 30% sur tout My Sweet Protein. Avec le code La Sueur, ça ne... Je suis en voyage, mais j'en ai pris, c'est sûr. Magnifique, ça ne bouge pas, moins 30% sur tout My Sweet Pea. Avec le code La Sueur, en ce moment, en plus, il y a des promos, et donc le code est cumulable avec ces promos. Et puis, Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes. Code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10, moins 10%. C'est... Yeah.